Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde. Bonjour à toutes et à tous et surtout merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour échanger avec nos deux intervenants, l'un à Rouen et l'une avec nous sur ce plateau, sur la raison d'être comme accélérateur des transitions. Alors je suis Anne-France Bonnet, fondatrice et présidente de Nova Vista, cabinet qui accompagne depuis sa création en 2009 les organisations et dirigeants à définir leur contribution sociétale et à l'inscrire au cœur de leur projet. Je suis également fondatrice en 2018 de la Communauté des entreprises à mission, association d'intérêt général dont je suis administratrice et membre du bureau. Nova Vista est un cabinet de conseil qui est société à mission et Bicorp et qui vient de rejoindre le groupe KEA, un groupe de conseil en stratégie, également société à mission et Bicorp. Et je vais avoir le plaisir d'animer ces échanges avec Auréline Moy, mon associée. Bonjour à toutes et tous. Donc, vous indiquez aussi qu'on clôture aujourd'hui un cycle de webinaires lancé le 7 novembre dernier en écho aux actualités de la COP27. Donc, on a organisé 11 webinaires qui ont rassemblé près de 40 intervenants et 1100 participants. Donc, on est ravis de ce succès. Donc, merci de vous être connectés à nouveau ce matin. Et sachez que si vous avez manqué certaines sessions, l'ensemble des replays est disponible sur le site de KEA. Le déroulé du webinaire, de façon assez classique, on vous propose de poser le cadre de nos convictions en une dizaine de minutes. Ensuite, nous échangerons avec Bruno Goré et Cécile François pendant à peu près 30 minutes et on se laissera évidemment des questions, vos questions, le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil de la conversation et nous les prendrons collectivement à la fin. On se laissera une quinzaine de minutes pour ça. Alors, vous présentez aussi nos deux invités ce matin, qu'on remercie à nouveau d'être là. Donc, Cécile François, directrice de la communication corporate de la Maison Annecy, et Bruno Goré, qui est à distance, à Rouen, président du directoire de la Caisse d'épargne Normandie, qui vont venir vous partager leur expérience. Et on se dit que le croisement de ces deux regards sera d'autant plus riche qu'ils sont tous les deux issus de secteurs d'activité et d'entreprises très distinctes, même si elles partagent des points communs assez notables. Donc, parmi lesquels, donc, côté maison, Annecy, donc, partie du groupe LVMH, acteur du luxe et dans le secteur des spiritueux, leader mondial du cognac, 250 ans d'existence à votre actif. Un produit intéressant de noter que le cognac est un produit qui est destiné à l'export depuis son origine et qui reste aujourd'hui exporté à près de 90%. Donc, à l'origine plutôt en bateau, aujourd'hui toujours beaucoup en bateau, en train également, et demain aussi sûrement en bateau à voile. Et intéressant aussi de noter que 100% des produits sont fabriqués en France, dans la région de Cognac, où la Maison Annecy travaille en proche partenariat avec 1600 viticulteurs sur le bassin cognacier. En termes d'engagement climatique, aussi noter que la Maison Annecy s'est donné un objectif de réduction de son empreinte carbone d'ici à 2030 de 50% en baissant ses émissions émises par l'énergie, le transport, l'emballage et aussi la viticulture. Côté Caisse d'épargne Normandie, donc entreprise du secteur bancaire qui fait partie du groupe BPCE dont elle est actionnaire, 200 ans d'existence également, donc parmi les premières caisses d'épargne qui a été créée avec la volonté d'introduire l'épargne dans la vie des Français et de financer les premiers logements sociaux. Vous avez l'ensemble de vos activités en Normandie à destination de la Normandie. Et côté climat, également un engagement de réduction des émissions d'ici à 2024 par rapport à 2019 avec une baisse de 15% en tonnes équivalent carbone. Donc peut-être avant de donner la parole à nos deux invités, quelques rappels utiles sur la COP27 pour planter un peu le décor. Alors, vous savez que c'est le dernier jour aujourd'hui de la conférence des parties, de cette 27e conférence des parties. Visiblement, d'ailleurs, les négociations, paraît-il, vont se prolonger parce qu'elles sont très complexes. Sans rentrer dans le détail de tout ce qui s'est dit depuis 15 jours, ce qu'il faut savoir, c'est que cette 27e conférence, en fait, est la première conférence dédiée à la mise en œuvre des règles d'application définies lors de l'accord de Paris, entré en vigueur fin 2016.
Et certainement des éléments dont vous avez dû beaucoup entendu parler. Il s'agit de ce qu'on appelle des pertes et préjudices. Donc en fait, tout ce qui cristallise les tensions entre les négociations nord et sud, et avec des premières décisions majeures du type bouclier mondial contre les risques climatiques, dont vous avez peut-être entendu parler également. Alors après, évidemment, au-delà du rôle des États, ce qui est important de noter, c'est la place et le rôle des organisations publiques et privées, et donc des entreprises. Quand on regarde en particulier les éléments français, aujourd'hui, nous sommes à 11 tonnes équivalent carbone par habitant en France. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait passer à 2 tonnes. En réalité, les 3/4 du chemin de réduction à parcourir sont liés uniquement aux organisations publiques et privées. Alors, on le voit, hein, le chemin des COP depuis maintenant 27 ans est sinueux et complexe, à la fois dans la prise de décision pour arriver à mettre les États d'accord, mais surtout dans la capacité aussi à mettre en œuvre les décisions qui ont été prises et à passer à l'action. Donc, en disant ça, on voit que les COP mettent le doigt sur la nécessité de repenser de fond en comble les modèles actuels qui ne fonctionnent plus, mais aussi, pour pouvoir repenser ces modèles, de repenser les schémas de pensée qui ont produit ces modèles, donc les schémas à l'œuvre. Et pour nous, cette refonte des schémas de pensée, elle doit opérer à l'échelle des dirigeants, qu'ils soient dirigeants d'État, mais aussi dirigeants d'entreprises qui sont des rouages clés des modèles économiques actuels. En particulier, on se dit qu'il y a 3 grands paradigmes qui sont aujourd'hui des freins au changement qu'il faudrait lever pour réussir à inverser les schémas de pensée. Le premier, c'est le fait de penser l'interdépendance, essayer de passer d'une vision qui est souvent cloisonnée, qui s'arrête aux frontières d'un État ou aux frontières d'une entreprise, à une vision qui intègre les parties prenantes et qui acte le fait qu'on a besoin d'y arriver ensemble parce que ces enjeux sont profondément interconnectés et systémiques. Et pour rappel, la conférence des parties, la notion de partie était bien celle-là, de dire c'est un problème qui a été créé de manière collective, il faut qu'on arrive à le régler de manière collective. Deuxième paradigme, on se dit qu'il faudrait bouger, c'est celui du temps, avec une vision souvent très court-termiste à la fois des dirigeants d'État et d'entreprises, poussés par des échéances électorales ou des pressions actionnariales. Et on se dit que c'est vital maintenant d'arriver à penser le temps long et à intégrer les prochaines décennies dans la prise de décision pour que les générations futures puissent prendre en main les organisations qu'on connaît aujourd'hui. Et le troisième paradigme, c'est celui de la réussite, où là, on se dit qu'il faut passer peut-être d'une vision de la réussite et du succès qui est uniquement centrée ou largement centrée encore aujourd'hui sur le PIB et la croissance pour un pays ou la croissance, le chiffre d'affaires, la rentabilité pour une entreprise, à une vision peut-être plus large de ce qu'est la réussite et essayer d'aligner cette performance économique avec une performance pour la société et un bien-être collectif. Alors, au regard de ce que vient de vous dire Auréline, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, certains ont tenté l'exercice. En tout cas, ont tenté de proposer un socle de pensée pour les acteurs économiques à travers la loi Pacte, donc, que vous connaissez tous, de 2019, puisque en réalité, ça s'est traduit par un code civil qui revisite la définition de l'entreprise, donc une entreprise forcément connectée à son écosystème. Ça se traduit par la proposition d'une raison d'être qui est là vraiment pour penser le temps long. Et ça se traduit également par une mission, donc une raison d'être et des engagements, qui propose également d'aligner business et utilité sociétale. Donc, ce que disait Auréline, à savoir donc, les modèles de réussite. Qu'est-ce qu'un modèle de réussite? Alors, notre conviction, pour revenir sur cette notion de raison d'être, notre première conviction, c'est que la raison d'être peut être un outil puissant pour aider à faire évoluer ces schémas de pensée et penser davantage l'interdépendance, le temps long et l'utilité sociétale. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un outil puissant? La première chose, c'est qu'il est non imposé de l'extérieur, mais il est bien à la main de l'entreprise. Et on se dit que dans un contexte de contraintes environnementales qui sont de plus en plus fortes et qui se resserrent, avec lesquelles il faut désormais composer, non pas par idéologie ou par conviction uniquement, mais aussi par souci de pérennité et de survie presque demain,
Une raison d'être singulière permet à l'entreprise de se fixer ses propres règles du jeu et son propre cap dans un contexte où les règles du jeu mondial changent pour tout le monde. Donc ça permet de garder la main et de conserver, de préserver son ADN, sa propre ambition, tout en intégrant et en étant compatible avec ces nouvelles règles du jeu environnementales à prendre en compte. La deuxième chose, c'est qu'on le voit depuis quelques années, que le contexte évolue très vite et très mouvant, très incertain. Et on se dit que la raison d'être peut jouer ce rôle de phare dans la tempête et de permettre de s'adapter en continu sans perdre de sens, sans perdre de vue, pardon, le sens de son projet. Et enfin, ne soyons pas naïfs, une raison d'être en soi n'est pas transformante. En fait, c'est ce que l'on en fait. Et donc, ce que l'on vous propose ici, c'est 5 grands jalons pour être en capacité de donner sa pleine puissance à une raison d'être. Donc, évidemment, des dirigeants initiateurs et mobilisés, le collectif qui est intégré dans cette réflexion, la réflexion introspective et projective. Donc, bien sûr, on part de qui on est, mais on se projette aussi dans le futur. C'est peut-être l'exercice le plus complexe d'ailleurs. Un ancrage dans toutes les pratiques de l'entreprise. Donc, ça n'est pas un objet qui doit flotter, mais qui doit bien s'ancrer. Et on le verra après dans les témoignages de Cécile et Bruno, à quel point ça doit s'ancrer dans les réflexions, les pratiques et toutes les entités de l'entreprise. Et enfin, un point extrêmement important, on l'a vu, c'est l'implication des parties prenantes externes dans ces réflexions, dans ce mouvement, dans cette mise en tension. Donc, pour illustrer tout ça, ce qu'on vous propose maintenant, c'est justement d'échanger et d'écouter Bruno et Cécile. Auréline. Alors, pour commencer, donc vous avez tous les deux initié il y a 2 ans, pardon, vous avez finalisé il y a 2 ans une démarche raison d'être. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les deux appuyé cette raison d'être que vous avez formulée sur des engagements précis que vous allez aussi nous présenter. Donc peut-être première question, pour revenir sur cette démarche l'un et l'autre, pourquoi avoir fait ce choix de se lancer dans le chemin de la raison d'être et comment vous y êtes pris dans les grands jalons? Cécile, on te laisse commencer. Alors, Auréline, tu as démarré avec ça, sur la fiche d'identité de NC. Finalement, on peut sortir des éléments de leadership, le H de LVMH, le fait d'être la première marque de cognac au monde, le premier spiritueux premium au monde, une présence dans 160 pays, une marque d'export, le leader de l'exportation. Mais si on le raconte de manière, je dirais, un peu plus sensible, plus liée à notre sujet aujourd'hui et en tout cas plus humaine, c'est vraiment une histoire de famille et vers une entreprise à mission. Donc si je reprends très très largement, l'histoire de NC, c'est d'abord l'histoire d'une famille, la famille NC, Richard NC, un fondateur, un immigré, puisqu'il est venu, il est d'origine irlandaise, et il est venu s'installer en France. Donc on voit bien que pendant pratiquement 250 ans, 8 générations de NC à la tête de cette maison. Donc finalement, entre le privé et l'entreprise, il y a quelque chose de très très proche. L'esprit de famille est là, et on voit bien que finalement c'était une noblesse d'armes. Eh bien, le logo de l'entreprise est très décliné du blason de la famille, un leadership incarné par un esprit de conquête. Donc tout ça se fédère autour de personnes et de propriétaires de l'entreprise, et qui insufflent véritablement une culture dans l'entreprise, et avec une prescience, je dirais, de l'importance du local, de la communauté, de s'intéresser en premier lieu à son personnel, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, puisque finalement tout est fabriqué à Cognac. Donc il y a un petit côté évidemment paternaliste, hein, on retrouve cette histoire aussi dans les grandes industries du 19e siècle, mais véritablement une histoire de famille. Il y a aussi 8 générations de maîtres assembleurs, donc on voit bien que tout ça est très incarné par des hommes qui sont des leaders et que l'on suit.
Et puis, en l'an 2000, à peu près, c'est la première fois qu'il y a un dirigeant à l'extérieur de la famille NC. Donc, on peut imaginer quel changement ça a pu être. Et très vite, d'ailleurs, il y a eu une succession de 3-4 dirigeants à très peu de temps, hein, qui sont restés entre 3, 1 an, enfin, et on voit bien qu'il y avait besoin de réinstaller l'entreprise sur le temps long. Donc, d'ailleurs, nous, on n'utilise pas ce terme d'entreprise, on utilise le terme de maison. Et sous l'impulsion d'un président, on a travaillé sur l'esprit maison. Qu'est-ce que c'est? Finalement, on est passé de l'esprit de famille à l'esprit maison. On voit le petit twist, mais on est encore là très, très incarné. C'est un leadership de marque, c'est une prise de conscience aussi à quel point les décisions qu'on prend au sein de l'entreprise ont des répercussions sur la région. Donc, une conscience sociale très fortement vivante et impliquée. C'est à ce moment-là qu'on a travaillé notamment sur les valeurs de l'entreprise et cet esprit maison, j'y reviendrai, mais les réunions de déploiement pour qu'elles puissent être partagées. Et d'un objet qui était finalement très lié à des personnes au sein d'une famille, c'est devenu beaucoup plus participatif, chacun pouvant mettre sa pierre à l'édifice. Et puis 2020, nouveau président, là aussi dans la continuité, hein, j'insiste beaucoup sur cette continuité parce que finalement entre la famille NC, le président Bernard Peillon et aujourd'hui Laurent Boileau, le nouveau président, on est vraiment sur un continuum. Et puis là, on a de nouveaux éléments que le législateur met à notre disposition, notamment cette notion de raison d'être, d'entreprise à mission. Donc, en lien avec ce qui se passe dans la société, les évolutions, une réflexion sur la raison d'être, développé en plein Covid. Est-ce que c'est un hasard ou un besoin justement d'ancrer encore plus? Une volonté présidentielle très très marquée. Laurent Boileau avait fait cette démarche de la raison d'être au sein de la maison dont il venait, la maison Guerlain, mais avec cette notion d'accélération et ce besoin qui est d'ailleurs qu'on va réaborder sur la transformation et la notion de leadership durable, et notamment tout ce qui est lié au climat et à la protection de la biodiversité. Donc là, on sort encore plus de notre écosystème pour aller vers qu'est-ce qu'on apporte, notre utilité sociale, notre utilité au monde, comment on apporte notre part, voilà, à la fois dans nos affaires, bien sûr, mais plus globalement sur le bien commun. Si on le rend concret avec la raison d'être, que je vous laisse lire, ce qui est important, c'est de dire que la raison d'être, pour nous, c'est une boussole très long terme. Alors, par nature, le cognac, on est toujours projeté devant, puisque, en fait, on ne peut vendre à un instant T que ce qui a été préparé par les prédécesseurs, hein. Le temps de vieillissement nous met toujours dans l'obligation de se projeter vers le futur. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est à la fois le plan stratégique H2030, hein, je vous rappelle, un nouveau président, donc une décennie de plans stratégiques et avec des ancrages très concrets, des projections business, et la raison d'être qui vient éclairer de manière dynamique ce plan H2030. Ce plan H2030, il est en mouvement et on le quantifie, on voit où on en est. La raison d'être, elle est posée et elle a une volonté d'être là pour les siècles à venir. Alors Bruno, on vous laisse la parole de la même manière pour expliquer un peu d'où vient la réflexion raison d'être pour la Caisse d'épargne Normandie et puis peut-être quelques éléments aussi de contexte sur comment vous avez avancé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Parfait. Alors, donc, la Caisse d'épargne Normandie, hein, vous l'avez très bien dit, c'est un des actionnaires du groupe BPCE. C'est une caisse qui a un peu plus de 200 ans d'existence, hein. On a fêté son bicentenaire en 2019. Alors, c'est une entreprise, et c'est en bas à gauche du slide. On s'est d'abord lancé dans une certification B Corp, hein. Cette certification avait pour objectif, comment dire, de peut-être rajeunir notre image vis-à-vis du marché et de mieux faire comprendre qui nous étions, parce que je m'étais rendu compte que, comment dire,
toutes les démarches de philanthropie, la qualité de gouvernance, notre fonctionnement était assez peu connu. Et quand vous rencontrez un président de région qui vous dit, pour moi, vous étiez la banque de mon grand-père, vous vous dites que vous avez encore un grand chemin à parcourir pour expliquer ce que vous faites au bénéfice d'un territoire. Donc ça a été fait dans les années 19-20, et c'était à vocation externe, hein, certification internationale. Bon. La démarche raison d'être, c'était un autre sujet, c'est que nous avons une gouvernance, la caisse, la banque appartient à ses sociétaires. Comme dirait un slogan connu, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Encore faut-il qu'ils aient et la conscience qu'ils sont propriétaires de la banque et surtout qu'ils exercent le pouvoir de contrôle de la banque. Donc, dans les missions, hein, les sociétaires désignent des administrateurs sur le territoire. Ces administrateurs désignent un président, un vice-président dans leur société locale d'épargne. Et ces présidents et vice-présidents siègent au conseil de surveillance et sont ceux qui me contrôlent, hein, au quotidien. Ils votent les budgets, hein, ils me nomment et ils me révoquent s'ils le souhaitent. Donc, c'est une gouvernance qui est assez puissante, hein, en réalité, même si elle est pas toujours connue de l'ensemble des citoyens français. Donc, et cette gouvernance, souvent, s'interroge sur quel est son rôle, et en particulier, elle a comme mission de définir la stratégie. Or, nous appartenons à une branche, hein, une marque qui est assez forte, hein, sur le territoire français, la Caisse d'épargne. Et la stratégie bancaire, pour des sociétaires, c'est un concept qui est peut-être un peu difficile comment dire, à appréhender. Donc, avec le président du conseil et quelques membres, nous nous sommes lancés dans ce premier travail d'introspection. Est-ce qu'on se lance dans la raison d'être ou pas? Parce que je pense que c'est un point très important quand on se lance dans un dispositif de ce type. Et notre entreprise est très différente d'autres, hein. Moi, j'ai pas, les propriétaires dans une entreprise sont souvent les dirigeants. Par exemple, si je prends une PME d'une certaine taille, hein, si je prends un cabinet de conseil, la gouvernance, c'est assez simple à régler. Si je prends une maison comme NC, c'est une maison, mais au sein d'un grand groupe. Donc, on voit qu'il y a une complexité dans la gouvernance et dans ceux qui sont propriétaires de cette très jolie marque. Bon, une caisse d'épargne, c'est un monde coopératif, réglementé. Bon. Donc, ce travail d'introspection était important pour moi parce que je voulais qu'on franchisse une étape, mais ce n'était pas moi qui devais le définir seul, sinon c'est un risque très important. D'autant que l'idée, c'était quand même que ça me survive, hein, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on s'est lancé dans ce travail d'introspection et du coup, il a fallu qu'on détermine quelle était notre singularité, en quoi on est différent des autres, qu'est-ce qui différencie une caisse d'épargne d'une autre banque coopérative. Il a fallu qu'on s'entende sur ce qui était très lié à notre histoire, hein. Est-ce qu'on avait inventé des choses? Oui, on a inventé des choses de tout temps. On a inventé l'accès au compte, hein, pour les citoyens il y a 200 ans. On a inventé l'épargne, on a inventé la pédagogie financière pour que chacun puisse s'approprier ces dispositifs au début du XXe siècle. On a permis aux femmes d'avoir un compte, hein, dans les années 50, alors que la loi disait que c'était avec autorisation du mari. Donc là, elles ont pu avoir des comptes à la Caisse d'épargne sans l'autorisation du mari. On a souvent été en pionnier sur des transitions de la société. Et dans cette période de 19-20, moi, j'ai souhaité qu'on s'interroge sur les transitions, mais liées à l'énergie, parce que la Normandie, c'est une terre d'énergie. Et puis, c'est un enjeu, puisque c'est quand même le thème aussi de ce webinaire, sur les transitions écologiques et sur l'émission carbone. Donc, on a lié tout ça et ça nous a permis, alors on a mis du temps, hein, des réunions on en a fait, hein, avec en particulier accompagné par Anne-France et Auréline, hein. C'est, je pense d'ailleurs, dans la complexité de notre organisation, très important d'avoir un tiers privilégié qui nous accompagne. Parce que sinon, vous êtes très vite dans un jeu de ping-pong entre celui qui pense avoir raison sur tel ou tel aspect ou qui ne comprend pas tel ou tel argument. Donc, pour que les débats soient de bon niveau et qu'on arrive quand même à sortir quelque chose qui a énormément de valeur, je pense que d'être accompagné par un tiers, ça peut être, je veux dire, très intéressant. Et en plus, dans une dynamique d'accompagnement, c'est aussi valorisant. Donc voilà, sur la démarche, donc on a commencé avant Covid. On a un peu été pris de court avec le Covid parce que vous savez, pour moi, l'entreprise, c'est un collectif humain. Un collectif humain en team, ça a quand même ses limites, hein. Il faut quand même de temps en temps aussi pouvoir échanger et sentir les émotions des gens, surtout dans le non-verbal. Donc,
On a pris un peu de retard pendant la période Covid, mais on y est arrivé. Et aujourd'hui, on a inscrit la raison d'être que nous avons déterminée dans nos statuts en Assemblée générale. Hein. Donc maintenant, elle s'impose à la société, hein. Elle s'impose aux dirigeants qui me succéderont. Elle s'impose d'ailleurs aussi au Conseil. Et je pense que ça, c'est un driver très, très fort. Hein. Et donc, c'est l'étape qu'on a franchie en avril. Hop là, oui, en avril. En février 2022, on a passé ça dans les statuts. Alors, la démarche là, on voit qu'on on peut être société à raison d'être sans le mettre dans les statuts. Hein, c'est le cas d'un certain nombre d'acteurs du marché. On peut être société à mission. C'est les stades ultimes où, en plus d'une raison d'être, on a des missions qu'on inscrit également dans les statuts avec un comité de mission. Nous, on s'est arrêté au statut dans la raison d'être. On a quand même défini des objectifs, on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que ces engagements qu'on a pris, c'est un élément clé dans la mise en œuvre. Hein. Et on met aussi en place un comité de suivi. Donc, on sera dans un intermédiaire entre la société à raison d'être et la société à mission. Alors, pourquoi on n'a pas été jusqu'à la société à mission? C'est parce que on a considéré que ça obligeait aussi nos consoeurs. Et moi, je ne voulais pas qu'elles se retrouvent voilà, dans une situation, pour des raisons qui leur sont légitimes, délicates. Alors, voilà cette raison d'être, hein, en quelques mots, hein, nous, pionnières de l'épargne, j'en ai parlé, hein, on l'a inventé, de la pédagogie financière, on a une association qu'on finance qui intervient sur le territoire et qui forme différents publics à la maîtrise des budgets, et maintenant on les forme aussi à la maîtrise des technologies informatiques pour pouvoir accéder aux comptes bancaires. Pionnière du logement social, les caisses d'épargne ont inventé le logement social en Normandie après le débarquement, hein, et ça c'est un élément fort du territoire. Nous fédérons 40 000 logements sociaux en Normandie dans des sociétés ad hoc dont nous sommes actionnaires, hein, et nous avons mis en place une société de coordination. Donc la Caisse est engagée pour l'attractivité, ça c'est très important, cette dimension régionale et d'attractivité pour le développement du territoire, et la croissance durable de la Normandie. Alors ça, on n'est pas dans le passé comme le pionnier, on est dans le futur. Croissance durable, ça a l'air de rien, mais il a fallu un certain nombre d'échanges pour s'entendre sur le mot croissance, et pas développement par exemple, et durable, ce qui permet justement d'entraîner des sujets autour de la COP. La Caisse d'épargne Normandie accompagne tous les habitants. Nous sommes une banque universelle, hein, nous sommes ouverts à tous, à tout type de clientèle, que ce soit le grand public, que ce soit les entrepreneurs de toute taille, hein, de l'auto-entrepreneur à l'entreprise de taille nationale, qui est basée sur notre territoire, et les acteurs économiques dans leur parcours de vie et leurs projets. Alors, nous sommes le premier financeur des collectivités locales. Donc voilà, on a essayé de trouver une dénomination qui embarque bien l'ensemble des marchés, des personnes concernées. Et on a associé à cette raison d'être une phrase importante qui est mobilisée avec ses sociétaires, hein, gouvernance, et ses équipes. Elle poursuit 5 objectifs. Hein. D'abord, investir la valeur créée, toute la valeur que nous créons, hein, le résultat, le Common Equity Tier 1, peu importe, nous engageons à la mettre à disposition du territoire et nous privilégions les impacts à impact positif sur l'environnement, la santé, la formation et l'inclusion. Nous utilisons l'immobilier comme levier de développement économique, c'est très important. En fait, les caisses d'épargne, il y a épargne, mais c'est surtout du financement, et nous finançons des sujets très différents, hein, que ce soit l'accès au logement, et que ce soit aussi un appareil de production pour un entrepreneur, que ce soit un hôpital, que ce soit une collectivité, que ce soit des infrastructures comme le pont de Normandie. Hein. Donc, l'immobilier peut être un vecteur de développement. Nous avons des foncières, nous sommes bailleurs privés et sociaux. Donc, nous connaissons bien tous ces métiers. Je pense qu'on peut en inventer d'autres d'ailleurs. Donc, nous pensons que d'utiliser l'immobilier comme levier de développement économique, c'est un point clé. Et nous avons des échanges parfois rudes avec certains représentants de l'État, hein, sur ce point. Mais aussi, c'est un levier de transition écologique parce que l'accompagnement et l'émission carbone est lié en majeure partie au transport et au logement. Donc, c'est un point clé, ça aussi, pour le territoire. Le 4e objectif, c'est de garantir un service de qualité. Ça, c'est important. Et de rappeler que nous nous adressons à des personnes aussi en situation de fragilité, hein, que ce soit des gens sous tutelle ou des gens en situation de handicap. Et puis le dernier, mais pas le moindre, hein, ce sont les équipes en conjuguant certes performance, mais aussi ouverture, responsabilité interne, diversité, autonomie, innovation et solidarité. Et sur la diversité, je pense qu'on a encore pas mal de choses à inventer pour
nous améliorer sur ce point-là. Voilà où nous en sommes et rapidement sur la démarche, j'espère avoir été clair et Merci beaucoup Bruno. On comprend bien en fait le soin que vous avez pris chacun d'entre vous dans vos organisations pour aborder le sujet de la raison d'être. On voit bien aussi à quel point la réflexion sur les marqueurs identitaires et la façon dont vous les avez projetés dans le futur ont été des débats longs et fructueux. Et également en termes d'aboutissement, le fait que vous ayez une raison d'être très ancrée sur des grands drivers, des macro-drivers que vous appelez engagement ou objectif, qui permet à cette raison d'être un objet audible et compréhensible par l'interne, mais aussi l'ensemble de l'écosystème. Alors maintenant, si on rentre un peu plus, donc qu'est-ce que ça a transformé? Puisque, comme on le dit depuis le début, la conviction et que la raison d'être, quand elle est bien utilisée, structure, enfin aide à soutenir la modification de la vision, de changer les schémas de pensée. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez constater l'un et l'autre? Qu'est-ce que ça a pu changer déjà en 2 ans sur la façon dont le collectif perçoit son rôle dans la société, sur les questionnements stratégiques que vous pouvez avoir l'un et l'autre, le lien à l'écosystème, est-ce que ça a fait bouger quelque chose? Est-ce que ça avait fait bouger aussi votre façon de piloter la performance? Ou encore, qu'est-ce que ça peut faire bouger dans vos pratiques métiers, dans votre culture, dans vos différents rituels? Voilà, nous, ce qu'on aimerait avoir maintenant, c'est des détails plus pratiques, voilà, qu'on puisse sentir ce qui se passe vraiment, en vrai. En vrai. Cécile. Alors, moi, je vous ai parlé de continuité. Et donc, je vais toujours utiliser ce terme de continuité parce que c'est important. Et la continuité ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de changement ou d'inflexion ou d'accélérateur. Alors, je résumerai, moi, les impacts sur, en fait, en 3 grands verbes d'action. Le premier, c'est fédérer. J'y reviendrai. Le deuxième, c'est s'obliger à, plus que obliger, mais s'obliger à. Et le troisième, c'est projeter. Fédérer, on peut se dire, c'est la base de l'entreprise. On l'a bien vu, que ce soit au moment de l'écriture, mais à tout moment de la vie de l'entreprise, en permanence, le fait de fédérer, c'est un élément dynamique. Ça n'est jamais acquis, il faut y veiller en permanence. Et la force de la raison d'être, c'est que finalement, à tout moment, ça permet de réaligner les parties prenantes, en interne d'abord, et notamment quand on a des nouveaux entrants. La présentation de la raison d'être, c'est un vrai élément finalement de se dire, est-ce que mes valeurs s'emboîtent avec celles de l'entreprise. Et on sait combien c'est important aujourd'hui. Donc, cette notion de lien, que ce soit à l'interne, nous, il y a une autre population qui est très importante, ce sont les viticulteurs. On a 1600 partenaires viticulteurs, d'ailleurs, on les appelle le grand interne. Finalement, d'afficher cette raison d'être, de la donner à lire, à comprendre, d'y faire référence en permanence, c'est vrai que ça crée un lien fort entre les différentes parties prenantes. S'obliger, j'ai parlé d'afficher, moi je dis il y a la force de l'écrit. C'est incroyable parce que cette démarche, on l'a faite de manière volontariste. Bruno Goré l'a évoqué. Enfin, c'est vraiment une démarche qu'on fait d'abord en introspection. Enfin, et la force de l'écrit. Alors évidemment, moi, pour une communicante, je vais vous dire, la force de l'écrit, c'est incroyable, mais on le voit à tout moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelque chose auquel vous pouvez vous référer. Nous, la raison d'être, elle est affichée partout dans toutes les salles de réunion et on y fait référence en permanence. Cette démarche, on l'a fait avec beaucoup d'authenticité, avec une volonté présidentielle et je peux vous dire qu'on s'est battu au sein du CODIR pour en être. Il se trouve que moi, je suis celle au sein du CODIR qui porte, voilà, qui est l'animatrice de cette démarche, mais aucun membre du CODIR ne voudrait laisser sa place sur ce sujet. Et ça, c'est valable pour toute l'entreprise. Donc, le fait de s'obliger, ça veut dire que, par exemple, tout le monde peut y faire référence à tout moment.
quand on a un travail prospectif sur le marketing, eh ben, maintenant, très souvent, on a des chefs de produits qui nous disent, attendez, là, est-ce que ce qu'on est en train de développer, l'innovation qu'on est en train de projeter, est-ce que c'est vraiment en lien avec la raison d'être? Donc, ça, c'est formidable, je dirais, sur le fait aussi de s'obliger collectivement. Ce n'est pas simplement le manager, le président, etc. C'est chacun s'oblige à contribuer à cette raison d'être et à être authentique par rapport à cette raison d'être. Et puis, le troisième chose, c'est la projection. Alors, quand on est une entreprise comme la nôtre, on se projette sur l'avenir en permanence. Mais alors, moi, j'ai pu noter, par exemple, que sur des parties prenantes, ça permettait d'avoir un dialogue plus intéressant. Et je vais parler avec les institutionnels et finalement même les services de l'État. Ça permet d'avoir un discours ou un commun. Souvent, encore maintenant, il y a une antagonisation entre les institutionnels, l'État et puis les entreprises privées. On voit bien que les entreprises privées, elles sont au cœur de cette transformation écologique. Et le fait d'avoir une raison d'être, ça permet finalement à un maire, à un président de communauté de communes, à un ministre, un député, d'avoir un langage plus commun sur le futur et de pouvoir avoir une complémentarité publique-privée facilitée. Et ça, au niveau d'un territoire, hein, la Caisse d'épargne Normandie, comme Annecy, qui a ses 1200 salariés à Cognac, ça permet effectivement de lier le développement de l'entreprise avec le développement de l'écosystème régional et d'être un acteur vraiment présent au milieu de différents types d'acteurs. Merci beaucoup, Cécile. Je vois le temps qui passe pour qu'on puisse laisser des questions. Donc, Bruno, est-ce que vous pouvez, en quelques instants également, nous partager la façon très concrète dont la raison d'être est en train de faire pivoter des choses chez vous? Et ensuite, on essaiera de creuser ça avec les questions des participants. Alors, si je veux être assez concret sur quel type d'impact ça a aujourd'hui qu'on est passé dans les statuts, mais c'est quand même resté au départ dans un univers très gouvernance, hein. Maintenant, on commence à le partager largement avec l'encadrement et les collaborateurs. Moi, j'ai noté 3 points, hein. Il faut passer dans une logique d'action. Donc, derrière chaque objectif, nous avons identifié un certain nombre d'actions et chaque action fait l'objet de la définition d'un indicateur à atteindre. Ce qui d'ailleurs implique de bien choisir l'indicateur, d'avoir toutes les données pour piloter cet indicateur. Donc, je ne vais pas tous les citer parce qu'on y passerait la journée, mais par exemple, dans la restitution de la valeur, on est parti sur une logique d'identifier le capital investissement qui était comment dire, engagé sur le territoire par rapport à l'ensemble des activités de capital investissement que nous avons aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est aujourd'hui autour de 60% d'investissement en Normandie. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'avoir 75% d'investissement sur le territoire, ce qui met en tension les équipes, puisque ça veut dire qu'il faut aller justement se concentrer sur le développement du territoire normand. Ça, le deuxième mot-clé sur la suite de l'histoire, c'est que ça modifie notre modèle d'affaires. Hein, ça veut dire que ça nous oblige à quand même nous concentrer sur certains sujets plus que d'autres. Alors, heureusement, on avance de phase parce que c'est plutôt notre vision depuis 5 ans maintenant sur, par exemple, tout ce qui est ENR, financement de l'éolien offshore, la Normandie est une terre d'éolien offshore après avoir été une terre de nucléaire. Donc, voilà, on flèche beaucoup d'activités et beaucoup de travail avec tous les acteurs de la filière pour être un acteur majeur de ce sujet-là, en embarquant d'ailleurs l'ensemble des caisses d'épargne en France, hein, et des filiales importantes du groupe. On y est arrivé, on a créé un fonds d'1,5 milliard d'euros. C'est par ce travail autour de la raison d'être et des objectifs qu'on a pu se concentrer là-dessus. Et puis le troisième point fort, c'est le comité de suivi, parce que notre gouvernance, elle est quand même très centrée sur les sociétaires et les clients, mais je trouvais intéressant d'avoir un regard de tiers compétents. Alors
il l'a accepté, donc je peux me permettre de citer son nom, mais Benoît Léniel, qui est vice-président de l'université de Rouen, mais qui est surtout président du GIEC normand et qui conseille le gouvernement sur des problématiques climat, on va le mettre, il a accepté de rentrer dans le comité de suivi. Je veux croire qu'un jour, il sera peut-être censeur du conseil de surveillance. Et là, ça nous permettra d'avoir un administrateur indépendant dans notre conseil qui, justement, aura un regard sur la réalité à la fois de nos intentions, mais aussi des objectifs qu'on souhaite atteindre. Parce que dans ce domaine-là, on peut faire beaucoup de marketing, mais c'est surtout très important, c'est qu'on amène systématiquement des preuves sur nos engagements, et je pense que c'est ça qui renforcera le pouvoir de notre activité, de notre marque et de notre présence sur le territoire, comme le fait NC voilà, sur son territoire à lui. Je pense que la force de ces marques, c'est très important de les consolider, mais aussi de bien les faire partager par les parties prenantes. Donc, c'est voilà, j'avais retenu action, modèle d'affaires et comité de suivi pour faire sur l'essentiel. Merci beaucoup Bruno. Peut-être alors avant de prendre les questions, on voit qu'il y a 4 grands types de questions. Peut-être sur le comité de ouais, suivi, c'est ça. intéressant Donc, d'entendre Cécile aussi, parce qu'Annecy a travaillé sur le Alors, sujet. il y a beaucoup de parallèles entre nos deux entreprises. C'est peut-être parce qu'on a le même conseil, hein, ça c'est possible. On a également créé un comité raison d'être. Et alors, on est des paysans, hein, puisque tout vient de la terre, mais on est aussi pas mal ingénieurs chez NC et il y a une dimension industrielle. Donc, on aime beaucoup les normes, les évaluations, les bilans, etc. Et le comité raison d'être, on l'a créé juste pour un comité d'inspiration. Finalement, quand on essaye de se projeter dans le futur, notre plus grand stress de dirigeant, c'est d'être focalisé sur le temps court, évidemment, apporter les résultats, etc. Et donc, dans cette volonté de se projeter à plus long terme, on s'est dit, on veut se mettre en tension, on veut être aussi inspiré avec des parties prenantes externes qu'on a choisies vraiment une à une pour justement éclairer nos 5 engagements. Donc, chacun représente finalement un peu les 5 engagements de NC. Hein. Vous avez peut-être lu qu'il y avait un engagement qui est très important pour nous, qui est la dégustation en conscience, la dégustation riche de sens. Eh bien, nous sommes allés chercher non pas de la norme, de la mesure, enfin, il y en a déjà plein partout, mais des personnes qui pouvaient nous inspirer sur ces sujets-là. Et en l'occurrence, c'est Véronique Naum-Grapp, qui est anthropologue, spécialiste de l'ivresse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien finalement une assemblée de personnes qui décident de travailler sur un élément en construction, combien ça donne de la perspective et on s'oblige nous-mêmes, en ce sens qu'on est tous très occupés, et il faut vraiment qu'on sorte quelque chose de ces réunions du comité raison d'être. Donc, on croit beaucoup derrière tout ça à la force de l'humain. Et finalement, on n'est jamais que ce qu'une collectivité décide d'être. Donc, on met tous les ingrédients en place pour être le plus tourné vers l'avenir et le plus centré sur l'humain. Merci beaucoup, Cécile. Donc, l'oxygénation des parties prenantes externes qui est absolument clé. Alors, il nous reste évidemment très peu de temps. On a été extrêmement bavard. Donc, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de vous dire que vos questions tournent autour de 4 grands registres. On va peut-être pas avoir le temps de répondre aux 4. Aurélie, comment tu veux procéder? Alors, peut-être une question qui me semblait intéressante, peut-être commencer par Bruno et Cécile pourra compléter, sur l'articulation entre une démarche RSE et la raison d'être. Et quelqu'un se posait la question de faut-il avoir une certaine maturité RSE pour définir sa raison d'être ou pas. Et puis, on avait un témoignage, il me semble, d'un participant qui disait, selon lui, en fait, pas forcément. Et la raison d'être devait être voilà, une de base pour donner du sens à l'ensemble des parties prenantes. Alors, peut-être, Bruno, si vous voulez prendre ce point, ce que vous avez commencé à expliquer, comment la démarche Caisse d'épargne Normandie s'était construite avec cette certification Bicorp, cette raison d'être, etc. Donc, sur l'articulation que vous voyez entre la raison d'être et la RSE, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors je vais faire super court.
Non, on n'est pas obligé. Parce qu'en fait, on peut très bien avoir une raison d'être qui n'a rien à voir avec une responsabilité sociale de l'entreprise dans les domaines de la RSE ou de l'investissement socialement responsable, de l'ISR. Donc, s'interroger sur ce qu'on est et quelle est notre vision du futur, ça peut être RSE compatible ou pas. Bon, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, je crains qu'il faille que ça le soit, mais ce n'est pas forcément un préalable. Vous voyez, il ne faut pas s'obliger à avoir une démarche RSE, puis se dire ensuite j'aurai le droit de faire raison d'être. Non, moi je pense totalement non. Et ça peut même peut-être se paralléliser, ça peut même d'ailleurs aider à avoir une démarche RSE un peu différente de ce qu'on pouvait observer. Moi, je vous donne un témoignage. On organise des réunions avec des clients qui viennent avec des prospects, des gens qui ne sont pas clients chez nous. Donc ça, c'est du commerce pur. Et on organise des déjeuners. On a fait un déjeuner à terme sur Bicorp et raison d'être. Il y a des chefs d'entreprise, hein, il y avait des transporteurs routiers, il y avait des activités industrielles. C'est au Havre, c'est un point commun entre Annecy et la Caisse d'Épargne Normandie. Tout le cognac français part à l'étranger dans des boîtes métalliques drivées en température qui partent du port du Havre. D'ailleurs, tout part du port du Havre ou arrive du port du Havre. Bon, passons. Donc, il y avait un monsieur qui était là, moi, la RSE, voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est une contrainte, je suis obligé de le faire, etc. Et on lui a parlé de Bicorp, on lui a parlé de la raison d'être et on lui a parlé de Kiwai, qui est un dispositif qu'on a monté. Il est sorti de la réunion en se disant qu'il avait compris que ça pouvait avoir un impact sur la façon de diriger son entreprise, d'embarquer ses collaborateurs, d'avoir une relation positive avec ses clients, et que d'ailleurs, de plus en plus, ses clients allaient lui demander des comptes sur ce qu'il était et quel était son positionnement. Donc, je pense que ça a beaucoup de force. Mais RSE, raison d'être, ce n'est pas forcément lié, mais aujourd'hui, ça va forcément devenir quelque chose de très intime. Cécile, tu voulais compléter? Alors, tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de préalable. L'important, c'est d'être en action, en démarche. Donc, l'un inspire l'autre. En revanche, Bruno, je me permettrais juste de dire que je ne vois pas comment ça ne peut pas être. Ça peut être deux choses différentes ou séparées, ou c'est tellement lié. C'est l'applicatif, finalement, de la politique RSE, c'est l'applicatif de la raison d'être. Donc, personnellement, en tout cas, je vois que c'est très intimement lié. Mais il n'y a pas de préalable. Il se trouve que souvent, on a démarré par la RSE et par les normes environnementales. Chez Annecy, on a démarré à mesurer notre empreinte carbone en 2006. Voilà, il y a un préalable, mais en fait, ce n'est pas intellectuellement nécessaire. C'est parce que c'est la maturation, je dirais, des sujets qui viennent comme ça. Si on peut garder en tête un schéma symbolique, c'est vrai que la RSE, c'est plutôt une exhaustivité et un socle de cohérence, quand la raison d'être, il y a quand même un choix de combat singulier. Donc l'un et l'autre est complémentaire, mais c'est vrai qu'une raison d'être projette un collectif dans l'avenir, et donc forcément avec une prise en compte de l'écosystème. Et voilà. Mais très bien, merci pour vos retours. Une deuxième question intéressante de mentionner sur le lien entre la raison d'être et les parties prenantes. Où quelqu'un se demande quel est le bon moment pour commencer à partager cette raison d'être aux parties prenantes, donc internes et externes, j'imagine. Dans quel ordre et sous quel format? Alors là, question ouverte à l'un de vous deux. Alors moi, je peux vous répondre parce que ça a été un exercice qui était politiquement délicat, mais qui a été indispensable pour nous. Je m'en explique, c'est que une fois qu'on s'est entendu avec le conseil de surveillance sur la rédaction, on avait monté un groupe de travail, etc. Bon, ce qu'on a souhaité, c'est solidifier l'écriture en challengeant des personnalités compétentes, certaines recommandées par Nova Vista, mais aussi d'autres. Donc, on est allé chercher Armand Actuel, par exemple, qui est à l'origine des dispositifs Raison d'être, que Anne-France et Auréline connaissent bien. On a aussi été voir une responsable d'un cabinet RSE rouennais. On a été voir voilà, des acteurs politiques. Et puis, on a été voir le président du directoire de BPCE-SA, qui est quand même notre holding de représentation vis-à-vis de la BCE et du régulateur, et pour lui dire, ben voilà, comment tu réagis à la rédaction de cette raison d'être. Et juste un exemple, on avait mis de restituer toute la valeur créée au territoire. Et là, alors c'était Laurent Mignon à l'époque, puisqu'il vient de partir, il m'a dit, Bruno, je préférais que tu enlèves le tout, parce que si tu participes à une augmentation de capital du groupe, on risque d'avoir un problème. Ça m'a donné deux choses, ça. C'est que, il a tout à fait adhéré à notre démarche et du coup, on a modifié légèrement le texte.
Mais deux, il s'est bien rendu compte de la force de la rédaction de cet élément, parce que si on l'avait laissé, ça pouvait vouloir dire qu'un de ses actionnaires allait diverger par rapport à la stratégie du groupe. Et naturellement, ce n'est pas du tout le positionnement de la Caisse, hein. Nous souhaitons naturellement être très vigilants là-dessus. Donc, ce travail avec les parties prenantes vous permet aussi d'éviter les fautes de goût, de partir dans un univers politique qui pourrait tout d'un coup devenir très violent en retour. Voilà, il y a une forme d'adhésion ensuite de l'ensemble de l'écosystème sur votre démarche, parce que vous êtes assuré que c'était bien compréhensible, parce que chaque mot compte, hein, surtout les verbes, et qu'aussi l'ensemble des acteurs de votre écosystème vont ensuite être plutôt sponsors de votre démarche, plutôt qu'en confrontation avec cette démarche. Donc ça, c'est très important. Merci Bruno. Cécile, comment tu réagis? Alors, forcément, l'introspection, c'est dans le mot, c'est plutôt interne. Donc, on démarre forcément par l'interne et en tout cas, nous, on a très vite, même avec les Zooms, les Teams, etc., et dès qu'il y avait une opportunité pour se retrouver, on a très vite souhaité dézoomer du CODIR et d'impliquer en tout cas la première ligne des N-1. Et puis, il se trouve qu'on a au sein de NC des réunions de déploiement, donc qui permet de travailler en petits groupes de 30 personnes sur des sujets. Donc, on a utilisé ces réunions de déploiement pour vraiment mettre tout l'interne dans la démarche d'écriture, de partage, de challenge. Donc, évidemment, d'abord l'interne. Et je dirais, dès qu'on a commencé à avoir quelque chose d'un peu formalisé, et encore plus depuis que ça a été arrêté, les parties prenantes, ce que j'appelle le premier cercle. Donc, de la même manière que Bruno Goré, on a remonté ça à LVMH, au groupe, pour, je dirais, voilà, non pas valider, puisqu'on a une forme d'autonomie, mais en tout cas, partager la démarche, les viticulteurs, les institutionnels, hein, j'en parlais. Et puis ensuite, ça se fait, je dirais, naturellement. Alors nous, on a par exemple ce qu'on appelle les marchés, les distributeurs. C'est important de se rallier autour de mots, de valeurs. Le purpose qu'on connaît dans les pays anglo-saxons, c'est des démarches importantes. Donc, ça vient finalement assez naturellement par les cercles concentriques en proximité et toujours commencer par ce qu'il y a de plus proche de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est un point important en effet, le point commun dans ce que vous disent Bruno et Cécile, en effet, c'est que c'est d'abord l'interne avant de challenger avec l'externe, c'est-à-dire qu'on vient auprès des parties prenantes externes avec des convictions, voilà, et non pas des questions ouvertes. Et si je puis me permettre, moi, alors c'est une complexité, hein, on a été challengé avec tous les administrateurs de la Caisse. Il y en a 130. On a fait une réunion à Deauville, ils étaient tous là, on les a mis, vous étiez là, hein, Auréline, hein, on les a mis en table, ils ont fait du speed réflexion. Quand vous parlez, par exemple, de l'ouverture à tous et des personnes en situation fragile, vous avez des gens qui vous disent: mais pourquoi vous mettez ça? Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Pourquoi vous mettez une focale sur les personnes fragiles? Donc du coup, il faut débattre. Bon. Quand on nous dit qu'il faut être présent sur tout le territoire, qu'on leur explique que c'est compliqué, etc., il faut débattre, hein. Les administrateurs, ils ont des réclamations de type client. Alors, je ne sais pas si ceux qui boivent du cognac ont des réclamations sur le cognac, mais je pense que c'est un peu différent comme sujet. Mais par contre, peut-être sur d'autres points. Mais en tout cas, il faut se confronter à ça avant de le mettre dans le marbre. Parce que sinon, après, on perd un temps fou à corriger et autres. Par contre, si on a pris le temps de bien solidifier, d'abord, ça vous renforce dans votre positionnement. Vous êtes assez bon pour répondre aux objections, alors que si vous avez été trop vite, vous êtes assez mauvais, hein. Et pour ce qui est des collaborateurs, bon, vous savez, un chargé de clientèle en agence, bon, il voit la raison d'être, ça lui va bien, il est plus ou moins au courant. À ses bornes, hein, sur son territoire, il peut agir différemment, hein. C'est pas celui qui crée la banque, hein, ou celui qui crée le cognac. C'est pas un vigneron, hein. C'est quelqu'un en fait qui distribue des produits, qui répond à des besoins de clientèle. Par contre, ça encadre la façon dont il doit opérer en termes d'éthique, de compliance, de qualité du conseil. Donc, parfois, ça peut même être vécu comme une contrainte. Mais ça nous permet au moins, et là, j'en viens au recrutement, d'être au clair quand on recrute des gens. Parce que maintenant, quand on les recrute, effectivement, hein, comme vous, eh bien, on en parle, on l'expose, c'est public. Et à partir de ce moment-là, ça engage les deux parties. Et donc, ça permet
dans une période où, en plus, il y a beaucoup de tensions sur l'emploi, d'être au plus clair le plus vite possible sur comment on compte opérer sur le territoire. Voilà. Donc, ça vaut le coup de passer du temps là-dessus, je trouve, en tout cas. Ouais, j'adhère totalement au temps. Souvent, on est pressé sur les sujets. Et d'ailleurs, nous avions un président très dynamique et qui avait donné un calendrier très dynamique lui aussi. Et il a été le premier à reconnaître que ça méritait d'avoir pris le temps. Et on a mis une grosse année, nous, avec de multiples allers-retours, comme Bruno l'indique, d'affinement, de challenge, enfin, etc. Et on est très heureux de l'avoir pris le temps de peaufiner, de choisir chaque mot. Voilà. Je ne vais pas redire la même chose, mais je suis totalement alignée sur ce que vous avez dit. Deuxième clé pour les participants, c'est donc l'itération qui est absolument clé pour réussir un travail de ce type. Peut-être qu'il ne nous reste plus que 4 minutes. Donc, si on prend une question en même temps qui peut servir de mot de la fin pour Cécile et Bruno. Exactement. Alors, on va vous demander, une question est posée de qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise raison d'être et quels sont les éventuels écueils à éviter. Donc, peut-être en un mot, si vous auriez un conseil supplémentaire chacun à donner à ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans cet exercice de la raison d'être. Et puis, deuxième mot de votre part, en guise de conclusion, aussi vous demander, parce qu'on est aujourd'hui quand même dans le contexte de la COP27 qui est en train de se terminer, est-ce que et comment vous voyez la raison d'être comme un potentiel catalyseur pour contribuer à répondre aux défis climatiques, en quoi elle vient éclairer vos trajectoires. Donc ça nous intéresse aussi. Deuxième mot de la conclusion, d'avoir votre challenge. On n'a plus que 4 minutes, un peu moins. Ah, mais je vous le fais je fais moins de 2. Sur bonne ou mauvaise, c'est une excellente question. Moi, je pense que si on est dans la loyauté, quand on construit, quand on débat, il n'y a pas de mauvaise raison d'être. Il peut y en avoir qu'une bonne. Et puis, ce n'est pas du marketing, de toute façon. Donc, ce qui est important, la loyauté. Et la com. Et sur le climat, en fait, quand on a mis de l'action sur les investissements, etc., la transition, la croissance durable, donc nous, ça nous amène à investir beaucoup sur la data pour pouvoir tracer des choses. Tout le sujet autour des DPE aujourd'hui, tout le monde parle du DPE, vous voyez, sur la vignette de votre maison, de votre logement. Sauf que qui a l'info individuellement, etc. Maintenant, on rentre ça dans nos dossiers de crédit depuis 2 ans, mais on a 25 ans de stock. Mais bientôt, la BCE va nous demander de ne plus financer des bâtiments qui sont F ou G. Et nous, on est contre. Donc, on va se battre pour justement faire en sorte de financer des F et G, mais en nous engageant à ce que les gens fassent des travaux pour qu'ils les transforment. Bon. Et donc, on va aider les gens à faire ça. Mais ça va être un combat, y compris avec le régulateur. Donc, oui, la raison d'être peut être un levier de transition sur le climat. J'ai plein d'autres sujets. Je pourrais vous parler de l'hydrogène, je pourrais vous parler du transport, etc. Mais je prends juste celui-là parce qu'il concerne tous les Français. Tous les Français veulent être propriétaires de leur résidence. Et beaucoup aujourd'hui ont des résidences qui sont des passoires thermiques ou presque, ou vont hériter d'une passoire thermique ou presque, ont investi en locatif sur des passoires thermiques ou presque. Et moi, je suis contre l'écologie punitive. Moi, je suis pour qu'on accompagne les gens, mais même le régulateur voudrait qu'on contraigne, vous voyez, qu'on exclue. Voilà, donc c'est un vrai bon sujet, le climat et la raison d'être. Ça, je vous le confirme. Merci Bruno. Cécile. Il n'y a que des bonnes raisons d'être à partir du moment où on est authentique dans la démarche et donc totalement aligné. Et quant à la transformation écologique, nous, il se trouve qu'un de nos engagements est directement lié à ça, c'est tenir compte de la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. On se l'est intégré dans notre raison d'être. On vient de la Terre, NC n'est rien si la terre n'est pas en bonne santé, si les sols ne sont pas en bonne santé. Donc, je dirais, ça nous oblige encore plus, mais alors là, on l'avait très clairement dans notre ADN, la transmission du patrimoine végétal. Ça permet, encore une fois, d'être un élément de porte-voix, là, pour le coup. Quand je dis c'est pas de la com, la raison d'être, ça n'est pas de la com, mais en revanche, ça permet de fédérer et de, en résumé,
d'afficher ses convictions. Et en l'occurrence, chez ANSSI, c'est une conviction forte sur notamment notre contribution à la régénération des sols et aux sols vivants. Donc oui, complètement sur la raison d'être. Merci mille fois à Bruno et Cécile. Donc, il faut qu'on arrête. On est super frustrés. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Et j'espère que nos convictions sur la raison d'être comme un potentiel pour transformer les schémas de pensée, j'espère qu'on aura cranté quelque chose ce matin. Les replays de tous les webinaires vont être à disposition bientôt et vous serez bien sûr informés. Merci encore et peut-être à bientôt pour certains d'entre vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde.